Bien, donc on passe à la question suivante. Juste avant, je vais faire un petit clin d'œil à la garde, puisqu'en fait, j'ai commencé l'équitation ici. J'étais cadet de la garde. Je devais avoir 12 ans, parce qu'avant, on ne pouvait pas monter à cheval. Donc je suis à gauche avec les tout débuts. On avait le calot. Je suis à droite avec la bombe et une selle française, parce qu'il y en avait une seule ici, mais je l'utilisais déjà. Et puis en bas à gauche, je saute avec une jument de la garde. En bas à droite, j'ai monté à l'époque, j'avais 18 ans, la reprise des 12 en costume avec Billa, etc. Ce qui est inconcevable aujourd'hui, c'était pas possible, mais je l'ai fait quand même. Et j'ai mis en haut comme référence à Saumur, puisqu'il y avait un concours national ici, dont il y avait le Grand Prix, qui était jugé par le colonel Delan, le colonel Margot, enfin des grands noms d'équitation, le colonel Chalon-Belval, et vous avez l'adjudant-chef Battier à gauche, et en haut à droite, le commandant de Saint-André, qui était ensuite écuyer en chef. Il y avait également Madame Girard, avec son cheval Hermès, qui gagnait, qui était entraîné par Monsieur Cochelet. Tout ça, c'était un petit clin d'œil sur mes débuts ici, à la gare, donc je tenais à rappeler quand même que j'avais commencé l'équitation ici. Alors, on doit avoir le thème nouveau maintenant, c'est le dressage. Bochet, un novateur, on en a déjà un peu parlé, bien sûr, son évolution et son influence. Le recul sur le passé nous donne des perspectives et permet de voir les problèmes qui ont été réglés et les problèmes qui persistent, nous dit Marguerite Yourcenar. On va essayer d'avoir une illustration justement avec ça. Donc d'abord une introduction, ensuite je parlerai du contexte historique. Comme le dit André Viau qui est ici présent, les témoins directs se faisant plus rares, notamment en ce qui concerne ceux qui ont pratiqué Bochet ou avec des intermédiaires directs de Bochet, il y en a de moins en moins, l'imagination a pris quelquefois le dessus sur les souvenirs. C'est une très bonne remarque que je tenais à souligner, qui est dans son livre. Donc je vais dans une première partie situer le sens de la démarche de Bochet à travers les publications de sa méthode, avant et après l'expérimentation dans l'armée, puis j'analyserai les techniques qui font le bochérisme. Dans une troisième partie, j'aborderai les apports les plus marquants, pour conclure par son énorme influence, les enjeux pour les bochéristes et les perspectives qui pourraient s'ouvrir pour cet illustre écuyer que l'on doit considérer comme l'un des fondateurs de l'équitation de tradition française. Le contexte historique. Alors la Révolution a engendré l'émigration d'un nombre considérable d'officiers nobles, des écuyers qui étaient à Versailles avec la Révolution, ils sont partis à l'étranger, c'est souligné par Caroline Audac. Concernant le champ des activités équestres, les évolutions vont déterminer à partir de 1830 les changements qui se révéleront fondamentaux pour l'équitation française. On va regarder ce contexte historique dans les changements. Il y a la création de la SHF, il y a le développement du sport, donc beaucoup de choses, et effectivement l'arrivée, le développement du cirque. Le contexte, on est là, il est né en 1796 et il finit en 1873. On a au-dessus un petit peu ce qui s'est passé, je le détaille très rapidement là. Il naît quand? Au moment de la Première République, juste avant. Il va faire son expérimentation, on est sous Louis-Philippe, il aura son accident, c'est le Second Empire, et puis il va décéder au moment de la Troisième République. Donc on a quand même, et ça avait été signalé par l'intervenant précédent, qui avait pointé justement tous ces éléments de ce contexte historique. Donc je passe, puisque ça a déjà été en partie traité. Alors on est dans quel contexte social à cette époque-là, dans ce qu'il vit lui? On a les effets de l'industrialisation des produits techniques, on a Niepce, on a Nadar, les frères Lumière qui vont arriver, les peintres, Ingres, Delacroix, Courbet, Cézanne. On oublie parfois le contexte dans lequel a vécu Bochet. Ce sont ces noms-là qui existaient. Les musiciens, il y aura Berlioz, l'instauration de la République, l'émergence de la bourgeoisie, l'industrialisation et l'urbanisation du territoire, avec les expositions, il y aura Londres, Paris, Londres, Moscou, Vienne, Bruxelles, tout ça, c'est ce qui est le contexte dans lequel, justement, l'équitation, la cavalerie peut aussi se montrer en dehors du champ de bataille. Et puis, il y aura la fameuse Tour Eiffel qui va commencer à exister avec l'apparition des Jeux Olympiques d'Athènes, puis plus tard Paris. Donc, on est un peu sur un contexte assez fort de cette société. Alors lui, on l'a signalé tout à l'heure, il a des débuts à Milan parce qu'en fait,
Il n'a pas connu, contrairement à ce qui a été dit, il n'a pas été élève de Mazzucchelli, puisqu'il était mort. Donc il est arrivé en Italie, il était mort depuis 5 ans. On a lu plusieurs fois dans beaucoup d'historiques que non, c'est pas vrai. Mais ça n'empêche que cette équitation-là, ça l'a marqué. Pourquoi? Si vous regardez à droite, on sort du travail dans les piliers, et on commence à avoir un travail dans le pilier, ce qu'on a appelé à Saumur, on l'a refait le pilier vivant. Ça veut dire que le cheval, il est encadré, comme dans les piliers, mais il peut avancer. Et on voit un cheval à droite qui fait un travail au mur. Tout ça, ça a été conservé et utilisé par Baucher. Donc on a là une transition entre le travail dans les piliers qui est chez Aubert, et on a vraiment des gravures magnifiques et des attitudes de chevaux extraordinaires, mais on a une évolution là qui permet de dire, tiens, on va vers quelque chose de nouveau, ce que va exploiter après Baucher par le travail à la main. Alors on arrive, je saute bien sûr sur les détails des choses, on va sur l'expérimentation à Saumur. Donc on a une école royale de cavalerie avec un écuyer en chef, enfin il n'était pas écuyer en chef, il était écuyer commandant, parce que le premier à avoir porté le titre d'écuyer en chef, c'est le comte d'Or, certainement parce qu'il était civil. Avant c'était que des écuyers commandants, même si maintenant ils sont sur les tableaux d'écuyer en chef, il était qu'écuyer commandant. C'était le commandant de Novital, et donc il va à Paris en mai 42 pour étudier la méthode. Parce qu'il avait été choisi pour ça, il était poussé un peu par le pouvoir, qui voulait justement mettre en place la méthode Baucher. Donc ils se sont dit, on va mettre un nouveau. Novital, il arrivait, il était à l'école de cavalerie, mais il n'était pas au cadre noir. Donc ils se sont dit, on va prendre celui-là, il monte pas mal, hop, on va l'envoyer à Paris. Et il prend les fonctions pour aller voir ce qu'est la méthode Baucher, avec la consigne de dire, on va mettre en place cette chose-là. Donc il suit un cours, il fait venir Baucher, il fait un cours à Saumur en 1943. Et son cours va durer 2 mois, il vient avec son fils. Il y a 43 capitaines instructeurs et 24 officiers qui appartiennent à l'école et qui suivent ce cours. Donc il ne fait pas un cours pour 3 personnes, il ne s'agit pas de convaincre l'écuyer en chef. Il faut convaincre que c'est faisable, applicable dans l'armée. Donc il travaille, puisqu'à l'école de cavalerie il n'y a que les officiers, c'est pas un régiment, donc on fait justement ceux qui vont après transporter ou transmettre cette méthode. Donc c'est ça la première étape par rapport à l'expérimentation. Alors en fait, ça a été une expérimentation un peu au risque, parce que le contexte politique, on l'a rappelé tout à l'heure, était un peu fort. Et puis on avait un contexte sulfureux, puisqu'en 1942, pamphlet du comte d'Or, avec ses observations sur la nouvelle méthode d'équitation, alors là c'est quand même du tir à vue, hein. Il l'attaque fortement. Et puis en 1942, publication de la nouvelle méthode provisoire pour les jeunes chevaux, ça, c'est Baucher qui crée ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette méthode provisoire pour les jeunes chevaux, elle n'a jamais été abrogée. Jamais abrogée. Peut-être que l'officier de la garde qui va nous parler le dira tout à l'heure, mais on a toujours, il n'a pas été abrogé. Alors donc, il avait mis en place, parce qu'il voulait aller vers la cavalerie militaire et qu'il fallait aussi dresser des chevaux et des jeunes chevaux, et Baucher a fait un ouvrage sur comment dresser les jeunes chevaux, à sa manière à lui. Et ça n'a jamais été abrogé. Alors, Baucher et l'armée, il y a une lettre de Jules Pételard dans la Revue des Harades du 145, qui reprend les propos de Rousselet. Rousselet, c'était un écuyer, c'est ancien, qui était vraiment de l'ancienne école, c'était vraiment le système de Cordier, l'école de type d'équitation de Versailles, ils étaient prêts sur Aubert. D'ailleurs, Aubert était venu au premier carrousel, tout ça, il y avait une logique, c'était vraiment l'ancienne école, efficace quand même, parce qu'il fallait se battre, et ils étaient vraiment contre l'apparition de cette nouvelle méthode façon Baucher. Donc, ils l'attaquent. L'opposition, elle s'est particulièrement développée contre Baucher au début, autour d'Aubert. Aubert qui a fait un très beau bouquin sur le traité d'équitation selon les principes de l'école française, et avec des planches extraordinaires où on trouve des chevaux qui aujourd'hui auraient ces attitudes-là en compétition, qu'ils auraient des 80-90%. Et c'est étonnant. Alors vous prenez les gravures des chevaux de Baucher, on dit non, ça c'est pas possible. Mais les chevaux, il avait un très bon graveur, et en tout cas, Aubert savait ce qu'il voulait, et il avait dans la tête les belles attitudes. Donc, le comte d'Or, lui, va marier ce côté de la tradition de type Versailles, et puis du goût de l'anglomanie. Donc, il va jouer un peu du en même temps. La tradition et en même temps le progrès. Alors, la presse et le monde littéraire et artistique va s'enflammer avec Flaubert et Georges Sand, Alexandre Dumas contre Baucher, ça a été rappelé tout à l'heure, mais les soutiens sont plus nombreux, vraiment plus nombreux, autour de Théophile Gautier, Delacroix, en soutien à Baucher. Mais là, on a vraiment
c'est pas l'affaire Dreyfus, hein, c'est sûr, mais on a quand même la France coupée en deux. Alors, le d'or à Saumur, c'est la normalisation qui va se faire autour de d'or, on l'a rappelé tout à l'heure. On est sur un choix politique, mais aussi un peu technique, parce que quand on lit les rapports, on se rend compte que l'armée considérait que le système de Baucher était un peu risqué et ne permettait peut-être pas de donner toute la solidité, la fiabilité de contrôle nécessaire au combat. Et ils ont préféré... alors, il y a eu de l'appui politique, mais en même temps, il y a eu un choix technique. Et en gros, les choix du Comte d'Or étaient plus adaptés aux besoins d'une cavalerie. Point suivant, ça va être méthode et technique. Alors, il a publié beaucoup de choses, et sa méthode, elle a été rééditée. Alors, au début, on rééditait à peu près le même document, après ça s'est enrichi, les textes étaient peu modifiés, ce qui fait qu'en gros, on a dit la première manière pour des choses que dans la pratique, il faisait déjà changer. Donc on peut savoir ce qu'il enseignait à travers ses élèves. Mais lui, son éditeur, pour des raisons de contrat, d'économie, ont maintenu en gros la même édition du texte, mais on voit quand même des changements dans le texte, un petit peu, et puis aussi dans les gravures. Il y a déjà des petits changements. Et après, il y aura un changement un peu plus fort. Ce qui a laissé en dire, mais à mon sens, à tort, une première et une deuxième manière, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait progressivement. Il y a eu effectivement un moment où les choses ont un peu changé plus, mais ça s'est fait très progressivement. Alors, la conception de Baucher depuis le dictionnaire qu'il avait publié jeune, hein, en 1833, il a réédité plus tard avec quelques corrections, elles vont évoluer régulièrement. Les manières que la tradition réduit à deux sont en fait nombreuses, dues à l'évolution continuelle, comme le remarque de Carpentry dans son ouvrage Baucher et son école. Il dit « En réalité, cette manière, il parle de la seconde, n'est que le dernier en date des perfectionnements que le maître a continuellement apporté à son œuvre au cours de sa longue carrière. » Ça, c'est quand même le point de vue, je crois, plus exact. Alors, les éditions, il y en a eu beaucoup. Il y a l'expérimentation 44, qui avait déjà publié plusieurs fois sa méthode. Il y a l'expérimentation, il complète, il modifie des choses. Et puis, ensuite, il y aura l'accident. Et là, on aura une nouvelle version qui sera en gros, si on regarde les textes, si on regarde les dessins qui sont dedans, c'est en gros 80% pareil. Mais il y a un changement important. On le verra. Donc vous avez la concurrence par rapport à ce qu'il a publié, on voit toutes les dates. D'or, traité, qui est très ancien au point de vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'il décrit l'historique de l'équitation, et c'est vraiment l'équitation ancienne. Et puis, après, il y a son cours d'équitation qui était fait pour la cavalerie, un peu plus moderne et plus simpliste. D'un autre côté, c'est Aubert, traité de 36. Ça, c'est la tradition classique française. Alors, on va avoir des soutiens, et Baucher va soutenir des écuyers qui vont être des professeurs et qui vont écrire des livres. Et là, on voit cette lettre, il soutient son élève Rulle. Et Rulle, il a publié des documents. Donc, ils seront très nombreux, ces disciples. Il y a en particulier Rab, et puis il y a également Rulle et d'autres. On va le voir après, puisque j'ai fait un peu un pointage des différents éléments. Ce qui est sûr, c'est que la méthode, elle est en fait, c'est assez simple, l'organisation de la méthode. Elle est découpée en 3 parties. Elle propose de travailler en 2 phases. C'est nouveau, ça n'existait pas avant, hein. Ça n'existait pas. Il veut faire quoi? Il propose une méthode où on commence par travailler à pied les flexions pour préparer le cheval, la bouche et l'encolure. Et puis ensuite, on fait un travail monté avec pareil, la bouche et l'encolure, mais on fait aussi des rotations autour des épaules. Ça, c'est pour préparer le cheval. Et après, il y a assembler. Alors souvent, il y a des baucheristes qui sont toujours, ils vont rester pendant 3 ans sur préparer. Hein. Non, ça prend 15 jours, quoi. Ça ne doit pas durer. Il faut, s'il y a un petit problème, on peut. Voilà. Mais donc, il faut penser qu'après, le but, si on a réussi, si on fait bien ce qu'il a demandé, les exercices, les flexions, les sessions, etc., on doit avoir un cheval dans lequel on va marier impulsion et flexibilité ou souplesse, c'est-à-dire qu'on va assembler et on peut aller au trot et au galop. Donc il faut arrêter de dire les baucheristes se regardent dans la glace à faire des flexions. C'est pas que ça. Ça peut l'être. Alors la méthode et des procédés nouveaux.
il y a quoi de nouveau? Il y a des choses qui ont des noms anciens, mais qui sont faits différemment. Le demi-arrêt, avant, chez les anciens, ça s'appelait en français demi-parade, les Allemands l'ont gardé. Il y avait demi-arrêt où c'est une sorte de ralentissement. Vous voyez la gravure de Nesquier, il fait une parade pour préparer un arrêt, donc l'antérieur est en l'air parce que le cheval il est sur les hanches. Ça, c'est le pareil à l'ancienne que les Allemands ont gardé, mais que lui a réutilisé différemment. Donc il utilise ce procédé-là avec la vibration. La vibration, c'est pour décontracter. Donc pour corriger l'attitude, voire décontracter, il y a demi-arrêt, vibration. Il y a un nouvel accord des ailes qui va apparaître, qu'on ne retrouve jamais avant dans les textes anciens. Si vous regardez plus Villette, tout ça, la Galérienne, ça n'apparaît pas. Lui, ça va être main sans jambe et jambe sans main. Donc il y a cette notion d'alternance pour justement s'adresser au cheval d'une manière nouvelle. Il y a un autre aussi procédé nouveau, c'est l'effet d'ensemble. On en parlera. Il y a une manière de faire cet effet d'ensemble. Donc là, on n'est pas dans main sans jambe, jambe sans main. On a justement une action d'ensemble des différentes aides qui va créer quelque chose de particulier qui, normalement, doit amener une décontraction de session. Avec le recours éventuel à des exercices spéciaux comme le ramené outré, qu'on appelle hyperflexion aujourd'hui, et c'est le ramené outré, donc le cheval est dans une attitude très basse, très enfermée, on voit dans les gravures, on va le voir. Il est caractéristique de l'enseignement de Baucher, première et deuxième manière, parce que là, même les successeurs, même ceux qui n'ont pas connu vivant Baucher, comme Bedan, dans son bouquin, c'est marqué, ramené outré. Il dit qu'il faut le faire à l'arrêt, au pas, au trot et au galop. Donc ça dessus, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps. Mais ils ont ça dans leur panoplie d'exercices. Alors les marqueurs de la méthode sont quoi? C'est acceptation de nouveaux principes. Si vous êtes bauchériste, vous devez accepter ces nouveaux principes. Vous n'êtes pas dans l'ancienne culture, vous n'êtes pas dans la suite de la Guérinière, de Aubert, etc. Non, c'est pas ça. Vous êtes dans un nouveau système. Ça veut dire que vous allez assouplir de manière localisée, en dissociant force et mouvement. Si vous ne mettez pas de mouvement, vous êtes à l'arrêt, vous êtes dans le principe bauchériste, et vous avez des exercices utiles. Le but, c'est quoi? Avec des mots particuliers. Au début, il disait détruire les forces instinctives, après il a un petit peu nuancé, il faut annuler, il faut réduire, il faut harmoniser, désassocier. Donc si vous voulez, il y a eu, lui-même, il a évolué, mais il est toujours dans cette logique de faire en sorte que le moteur ne mette pas trop de résistance. Donc si les résistances arrivent sur la main parce qu'il y a trop de moteur, alors on arrête le moteur, on fait l'arrêt, et après on remet un peu en route, et voilà. En gros, c'est assez simpliste, mais c'est ça l'idée directrice. Et il ne faut pas travailler sur une résistance, donc arrêter, décontracter, alors que dans l'ancienne école, peut-être on allait un peu moins vite dans l'allure, mais on décontractait dans le mouvement. Ça ne venait pas à l'idée d'un Lagalinière d'arrêter pour décontracter. Peut-être que des gens utilisaient plus le pas, on voit bien quelqu'un dressé au pas, bon. Mais cette notion de dire j'arrête pour décontracter, c'est nouveau, c'est quand même lui qui l'a apporté. Veillez aussi à une relation aux aides, c'est-à-dire que le contact, c'est-à-dire la relation de la main et les jambes, qui est passé des attaques. Il dit bien que dans leur début, ces chevaux même, c'était un peu bordure, mais après ça s'est assoupli. Ça n'empêche que on avait une relation Z entre contact et jambes à travailler avec un principe d'être légère. C'est-à-dire qu'il est arrivé de plus en plus vers, si on était moins fort, ça marcherait mieux. Et ça, c'est quand même nouveau, c'est lui qui l'a apporté. Peut-être que les autres le faisaient, et les écuyers anciens de Versailles peut-être faisaient ça, mais c'est lui qui l'a formalisé, écrit. Vous ne trouvez pas ça écrit chez les anciens. Et la cession, ça reste le témoignage de l'acceptation. Cession dans la main, cession aux jambes. Donc si votre cheval cède, ça veut dire qu'il accepte votre demande. Ça, c'est quand même... c'est resté, hein, on continue à accepter ça, ça fait partie de l'héritage de Baucher. Alors les marqueurs de la méthode, c'est quoi? Les attitudes, on va le voir, avec des dessins qui sont dans ces livres. Ensuite, c'est l'équilibre qui n'est plus assis. On n'a plus l'équilibre de l'ancienne école avec des chevaux très assis, un peu comme les Viennois sont toujours assis comme ça, prêts à tourner. C'était le but du cheval assis. Quand vous regardez les sculptures des rois de France, ils sont toujours dans la pesade, ils sont assis, prêts à tourner dans une pirouette. Donc ça veut dire que c'était culturel. Lui, il sort de ça. Il ne veut plus cet équilibre assis, et il ouvre là une voie vers l'avenir, c'est-à-dire l'équilibre FEI qui est plus horizontal. Ce n'est pas un équilibre sur les épaules qu'il veut, mais c'est plus un équilibre aussi assis. Donc il veut un équilibre plus vers l'avant. En gros, il va aussi
apporter quelque chose de très fort, comme va le faire Caprilli un peu avant 1900, dans l'équitation italienne, où il va justement, lui, travailler cette notion d'équilibre dans la nature, hein, et avec le moins de contraintes possible. Donc là, on a vraiment deux approches qui sont différentes, c'est évident, mais qui sont des marqueurs très importants dans le changement de la pratique équestre. L'évolution, alors même s'il y a une coupure à partir de la deuxième édition, son évolution, il faut savoir, elle est constante. Ça se traduit par des élèves qui donnent ce qu'ils ont reçu, alors que lui était un petit peu pénalisé par son éditeur. Alors si on regarde les planches, on peut, j'ai des documents, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais quand on regarde toutes les planches des différentes éditions, c'est très révélateur. Hein, et quand on voit les planches aussi de ces élèves et des documents publiés, c'est très révélateur. Alors si on regarde ici un exemple, on a le travail qui est fait à l'arrêt, sur place, les flexions en haut, flexion directe, flexion latérale, étirement de l'encolure vers le bas. On a aussi le travail avec la cravache pour déplacer les hanches, pour rassembler. Donc tout ça, maintenant, c'est intégré. Et même on a dans la compétition internationale, on n'utilise pas trop la notion de flexion, parce que d'abord les choses sont mieux faites. On a un travail du jeune cheval beaucoup plus progressif, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas l'épreuve de chevaux. Hein, c'était un peu, bon, on monte dessus, puis on voit ce qui se passe. Donc il fallait après arranger les choses. Hein. Et d'ailleurs, il n'a pas écrit que le jeune cheval en fait ça. On ne sait pas trop comment ça se passait pour les jeunes chevaux. Donc on utilise quand même dans la compétition internationale, les entraîneurs, ce qui est en bas, hein, ici. Alors voilà les assouplissements d'ensemble. On a un cheval d'une belle attitude en haut, dans la descente de main. À droite, en haut à droite, c'est l'étirement de l'encolure, on va le retrouver. Ça c'est vraiment gaucher. Mais on a aussi les éléments en bas à gauche, le cheval dans l'hyperflexion. Il est à l'arrêt, il peut le faire au pas, dedans le fera au trot au galop, il le dit. Voilà, c'est comme ça. Mais ce sont des exercices. Alors, c'est pas parce qu'on est dans cette attitude-là qu'on fait ça pendant 2 heures. Parce que si vous faites ça plus de 30 secondes, plus de quelques secondes, votre cheval, il lâche la main. Donc, il n'est pas monté par un écuyer célèbre. Hein. Alors, l'évolution dans ces cours, ces publications montrent une nouvelle évolution de la manière de faire. Et je pense que c'est plutôt ça que dire qu'il y a une première manière, une deuxième manière. La manière de faire, elle a évolué. Avec sa définition de l'équilibre. La mise en jeu de déplacement de poids en sont les éléments principaux qu'il développe dans le chapitre nouveau. Ça, c'est pareil, c'est les nouveaux moyens équestres. Certaines définitions du dictionnaire dans sa deuxième édition vont être modifiées. Enfin, cette 16e planche, mais c'est la 16e planche, il n'a pas enlevé les 15 planches précédentes. Hein. Tout le travail préparatoire existe. Donc, à la fin, il y a un exercice avec de relèvement. Je peux vous dire, ayant pratiqué, que quand vous avez un cheval qui résiste, si vous faites ça, si dans les 3 secondes ou 5 secondes, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas décontracté, c'est que vous y prenez mal, ou c'est que vraiment le cheval a été très mal monté pendant très longtemps. Donc ça va très vite. Alors monsieur, sur une gravure, on croit qu'on va durer comme ça pendant des heures. Non, on doit avoir la session très vite, parce que c'est tellement inconfortable pour le cheval qu'il se dit, hop, il cède dans la bouche. Alors cette évolution permanente de Baucher montre un état d'esprit centré sur l'amélioration, c'est ce qui l'a guidé, poussé aussi par un contexte de polémique incessante. Il vivait quand même dans une société où le cheval était très présent. Et les articles sur l'équitation, sur la manière de faire de l'un de l'autre, étaient très présents. Donc, en dépit ou poussé par ce contexte, l'évolution de Baucher peut être suivie à travers les livres des émules et élèves de Baucher, qui sont tous baucheristes, on va les voir tout à l'heure, car on trouve chez eux les fondamentaux de sa méthode et témoignages d'une évolution permanente. Donc il y en a qui insistent sur telle ou telle flexion, ou telle manière de faire, et au final, ça se gomme et ça reste quand même la méthode de Baucher. Donc appliquant son enseignement, sa méthode, très nombreux sont ceux qui sont dans la ligne de ses principes et de leur application. Parfois, ils l'enrichissent. Alors il faut mentionner Ruhl, Raab, Gossen, Phillips, Wachter, en France et à l'étranger. Aux USA, il y a eu un écuyer, le livre a été paru, l'école russe, on va en reparler, Joussaume et Saint-André. C'est pas resté, c'est pas une fois que Bedan est mort, on n'a pas dit stop, quoi. Et c'est pas fini. Donc les gens ont continué de pratiquer ça, et ça se voyait dans certaines nations. Alors les polémiques servent à faire vendre des livres, ça c'est sûr, que quand vous attaquez, c'est la meilleure publicité, c'est d'attaquer les autres. Donc ça contribue quand même à l'évolution des méthodes. Vous avez ici un exemple avec Phillips, qui
qui alors lui est totalement bauchériste, il est dans la ligne de Baucher, il n'est pas dans l'équitation traditionnelle des exercices d'ensemble qu'on avait dans l'ancienne école et qu'on avait chez Aubert, etc. Et la guérinière. Donc on a en haut l'inflexion, alors bien sûr c'est un peu caricatural, la manière de faire de Phillis, et puis il montre en bas la manière de faire de Baucher. Mais c'est une caricature, ça n'empêche que d'un côté il voulait la nuque haute, de l'autre côté il ne la voulait pas. Au milieu c'est un dessin Baucher. En haut à droite, vous avez une attitude correcte, et l'autre qui est prise dans un livre de Baucher, qui n'est pas une attitude très correcte. Aujourd'hui, avec le regard qu'on a, donc, ce de contexte, ces cours d'équitation du Comte d'Or va être adopté officiellement, on est dans les années 53. La commission va accepter ça en fait en décembre 50. Donc, ils choisissent eux de soutenir l'équitation façon d'or, ils représentent l'influence anglaise, parce que c'est important de savoir le contexte. À l'époque, les chevaux changent. On n'avait plus ces chevaux un petit peu lourds, petits, etc. C'est arrivé du pur sang. Et le pur sang, il va être adapté à l'équitation d'extérieur. Et il va être obligé de pousser les enseignants, les instructeurs, les écuyers à modifier leur approche. Donc c'est très important de prendre en compte cette influence de l'élevage. Donc Phillis sera dans la ligne de Baucher, suivra son évolution personnelle, mais aussi l'évolution de Baucher, pour une nuque plus haute. Mais contrairement à Favreau et Baudin, il ne suffira pas de ramener outré, on ne trouve pas l'hyperflexion chez Phillis. Alors, à propos des méthodes bauchéristes et des controverses polémiques, etc., voire les débats sont très virulents, ils sont toujours actifs, on voit encore sur Internet, malheureusement, souvent c'est fait par des gens qui ne connaissent pas bien la chose. Mais bon. Le net oppose encore les défenseurs et les détracteurs de Baucher, donnant parfois une image fausse de Baucher et des apports si nombreux qu'il a donnés. Michel Henriquet a publié un article « Savoir lire Baucher » qui est très, très intéressant. C'est un article de 3-4 pages où il analyse le mystère bauchériste et s'interroge sur l'héritage. Parce qu'il dit qu'il y a des choses très bien chez Baucher, mais pourquoi ça n'a pas tellement... en France, ça ne s'est pas tellement développé. Alors, il dit des principes séduisants pour l'esprit, une science des moyens, un novateur marquant, de précieux enseignements, mais peu de succès de ses descendants, à l'exception de Bedan. Les Bedan, on a du mal à faire la liste des gens qui ont monté à la manière de Bedan et qui présentaient des choses, je dirais, s'il s'agit de rendre le cheval agréable, ça, bon, mais pour faire des choses un peu spectaculaires. Donc là-dessus, on a un petit peu des problèmes, on va voir peut-être qu'il y en a qui vont trouver la solution. Alors, conclusion partielle, elle est donnée quand même par le général Durand, dans sa préface au texte sur Baucher qu'avait fait le collège de Saint-André, où c'est un texte historique, il rappelle l'histoire de Baucher, et il fait une analyse comparative des méthodes du début et de la fin, donc première, deuxième manière. Et le général Durand avait publié ça, on avait fait dans le bulletin, la revue des Amis du Cadre Noir, on avait publié ce texte-là, qui a eu des suites, parce que Fombelle, on va voir après, est intervenu dans le débat. Donc, il rappelle que l'approche de Baucher privilégie la préparation des ressorts par un travail séparé de ceux-ci. C'est vrai ce qu'on a vu là. Les ressorts, c'est la bouche, la nuque, le dos et l'arrière. Donc on a ça, effectivement, et de manière séparée. Ça, c'est l'apport de Baucher. On fait du Baucher sans en savoir confiance, nous dit Fombelle, ce qui explique qu'il y a beaucoup de bauchéristes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de procédés qu'on utilise qui sont Baucher. Alors, c'est du bauchérisme sans le savoir, sans peut-être avoir toutes les clés. Mais en tout cas, c'est vrai. Les apports de Baucher révèlent une organisation nouvelle de la gymnastique, ça c'est le Gérald Durand qui parle, étendant les assouplissements traditionnels par un retour préalable au travail à la main, travail à pied, flexion, etc. Et d'autre part, en donnant à la légèreté une attention particulière. Avant, chez la guérinière, on ne parle pas de légèreté. On disait allégérir les épaules. Donc la légèreté, c'était les épaules. Soit le cheval, il était sur les épaules, on ne pouvait pas tourner devant l'ennemi, soit au contraire, il était allégé dans ses épaules et on pouvait tourner sur les hanches, dans la manière dont on représente les rois de France à cheval. Donc cette légèreté, c'est un mot nouveau qui va apparaître avec Baucher. Il va pointer cet élément-là avec une attention particulière donnée au contact. Parfois, on a tendance à dire « Ah oui, c'est la légèreté, il faut la mort avec ça, il faut qu'il fasse bien. » Mais attention, si vous lisez Baucher, c'est aussi l'obéissance aux jambes. C'est-à-dire que la légèreté, c'est aussi à la jambe. C'est pouvoir aller en avant. Donc il n'y a pas que. Mais c'est souvent concentré sur
le contact, avec une obsession de l'emploi des seules forces utiles, comme dira Serre. Si on peut obtenir pareil avec moins de force, c'est mieux. L'écueil, selon le général Durand, reste la tension comme révélateur de la relation arrière-avant. Et ça, c'est peut-être un des problèmes de la mise en œuvre, de l'application du bouchérisme. Alors, quand on est guidé par des gens qui savent faire, c'est pas le problème. Si vous prenez le bouquin et vous commandez, moi, l'exemple, monsieur Cochelet, qui a travaillé beaucoup avec le colonel Morveau, qui était bouchériste, machin. Et monsieur Cochelet, il était arrivé à Saumur, et il y avait eu monsieur Cochelet à l'époque où le colonel Margot, parce que Cochelet était entraîneur de complet, entraîneur de dressage, et du coup, il a vu le colonel Margot. Et le colonel Margot lui a dit arrêtez là, parce qu'il avait été trop loin dans les flexions. Donc ce cheval avait perdu complètement le contact. Alors il était plus que léger, mais il était insaisissable. Donc il a essayé de lui dire attendez, c'est bien, mais là vous avez été trop loin dans la, je dirais en gros, la soumission à la main. Donc c'est une expérience intéressante. Les apports marquants de Baucher. Alors l'école de Baucher, c'est l'un des trois courants qui convergent vers le général Lott. Vous avez le courant qui existait de l'ancienne école, représenté en haut à gauche par Aubert, et c'est une gravure ancienne, on voit un cheval de compétition d'aujourd'hui, c'est vraiment très bien. En haut à droite, c'est le Comte d'Or quand il était à Versailles, donc l'équitation assise, voilà, très bonne, machin, parfait. En bas à droite, c'est le Comte d'Or qui fait l'équitation d'extérieur, lui faire du même en même temps classique, en même temps extérieur, en même temps à la française, en même temps à l'anglaise. C'est assez particulier. Et puis à gauche, vous avez Baucher. Et puis au centre, le général Lott qui n'a pas fait de synthèse, parce qu'on ne peut pas faire de synthèse. Par contre, on peut prendre chez l'un et chez l'autre des choses. On ne peut pas faire de synthèse. Alors, le colonel de Saint-André avait dit, il faut peut-être faire une synthèse quand même. On commence d'or, pour les jeunes chevaux, on fait des épaules en dedans, voilà. Puis après, on finit Baucher, pour alléger. Voilà. C'est peut-être ça le rapprochement des deux. Hein. Alors, les apports, en tout cas, de Baucher, c'est de nouveaux principes, plus les principes anciens, et de nouveaux procédés comme le travail à pied. Avant, le travail à pied, c'était dans les piliers. Hein. Point barre. Il y a que Mazzucchelli qui a commencé à travailler un peu au milieu. Évolution des méthodes et des finalités. Là, on change. Donc, de nouvelles finalités, on veut la légèreté, on ne veut pas seulement, on ne veut pas faire des exercices pour les exercices. Ce n'est pas des kilomètres d'épaule en dedans que conseille Baucher. Baucher, il veut la légèreté du contact. Les apports sont marquants, assouplissement localisé, équilibre nouveau de la locomotion, donc plus horizontal, plus assis, comme apport majeur de Baucher. Il ose sortir du rassemblé assis. Ça, c'est vraiment l'apport qu'il a donné, et met en avant la légèreté aux ailes. Il accepte un contexte de concurrence, parce que c'était sa vie. Il était au cirque. Donc on pourrait dire presque que c'est un esprit de compétition. Quand vous devez rentrer à l'heure, qu'il y a l'orchestre qui joue, les gens qui applaudissent, ça ressemble quand même aux Jeux Olympiques quand vous regardez la reprise libre en musique. Hein. C'est un peu la même chose. Mais lui, il devait le faire tous les soirs. Donc la notion de compétition, elle existait. C'était du spectacle. Donc l'apport majeur de Baucher, c'est sortir du rassemblé assis et mettre en état de décontraction, c'est vraiment le centre de sa préoccupation. Montez à cheval, vous êtes bauchériste, décontraction. Alors on va voir qu'après, il peut y avoir d'autres éléments que ça. Donc maintenant, influence et perspective. C'est la conclusion. La longue liste des bauchéristes. Alors vous allez voir, je vais passer très vite parce que vous l'aurez dans le PowerPoint. Hein. Regardez, il y en a 3 pages comme ça, des bauchéristes. On les réduit à 3-4. Il y en a 3 pages. Hein. Et alors j'ai mis en grisé, Zeger, Daub, ça c'est les opposants. Au début, il y en a pas mal. Aubert, c'est par date. Hein. Ça c'est la 2e page, avec les dates de vie, et puis la date des publications, enfin des publications majeures. Et la 3e page, c'est ça. Et on va jusqu'à Jussaume, Saint-André, Donat. Si vous ouvrez le bouquin de Jussaume, vous avez les flexions. Donc les 40 éteurs de l'école bauchériste, voilà, il y en a 40 à peu près, il y en a un peu plus. Mais il y en a quand même une quarantaine. Tous, ils ont adopté le système de Baucher et ils ont exclu le système d'avant. La Guérinière d'Or, machin, Aubert, c'était pas ça. Eux, tout cela, ils sont pour. Vous connaissez, j'ai mis en gras les noms les plus connus. Donc Lott nous dit quoi? Eh bien que les rivalités qui s'établissent entre les écoles de Dore et Baucher et qui passionna leurs disciples donna à l'équitation française un élan sans précédent. Eh bien qu'on cherche, et on verra combien sont rares,
les hommes sortis de ce grand mouvement équestre. C'est un peu le petit coup de patte là, du chat qui rattrape la souris qu'il vient de laisser partir. Hein. Donc là, mais c'est un peu l'autre ça. Alors le rayonnement il est international. Voilà, tous les ouvrages publiés sont en anglais, donc ça veut dire qu'il y a un rayonnement, c'est pas que la France, il y en a beaucoup, il y en a plein. Et puis il y a une influence dans la compétition. En France, on a utilisé De Carpentry a publié son tome, on ne connaît pas, le tome 2 d'équitation académique, je ne sais même pas s'il est encore édité, alors que dedans c'est la méthode de d'école de Rab quand même. Donc ça veut dire qu'il avait et c'est sous l'égide de la fédération, c'est écrit dedans, sous l'égide de la fédération française. Donc c'est écrit, c'était officiellement. Alors j'ai mis en regard, en haut à gauche, un représentant de l'école prussienne allemande, très assis, c'est l'équitation à l'ancienne qu'on avait chez nous. En bas à gauche, c'est Bedan, et c'est marqué Piafé. Donc tous les deux sont Piafé. Là, on a les deux extrêmes du cheval très assis, ou pas assez assis, de chez Bedan. C'est la caricature un peu, si on peut dire, des deux types d'équitation. Alors, je vais vous montrer un film sur Moscou 1947. Donc c'est sur l'hippodrome de Moscou. C'est les troupes. Et voilà les écuyers, ils sont une dizaine. De l'école russe, c'est l'époque soviétique. On est en 1947, c'est Staline qui est dans les tribunes avec ses ministres. Hein. C'est pas inventé. 40 ans après la mort. Donc voilà ce qu'ils présentent. Ils sont 12. Voilà ce qu'ils font. C'est l'école bochériste. Là, ils sont dans la ligne parce qu'ils font du Phyllis. Ils tiennent les rênes comme Phyllis. Ils n'ont pas changé. C'est l'enseignement qu'ils ont reçu. C'est la ligne de Bocher via Phyllis. Et voilà les changements de pied-au-temps. Arrêt, salut, et regardez, ça c'est du Bocher, c'est ce qu'il présentait lui. Quand on voit ça, on voit ce qu'il faisait lui. Voilà, vous avez Piafé Ballotté, c'est dans la liste des mouvements qu'il présentait. Là on le voit, en vrai, on n'avait pas de caméra à l'époque de Bocher, c'est peut-être dommage. Galop sur 3 pattes, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais ça ils l'ont fait, c'est des gens, dans la période soviétique, sous Staline, dans la ligne de Phyllis. École bochériste. C'est pas fini. Tu nous as pas appris ça. Pirouette, vous avez ça dans la liste des mouvements qui a été présentés par Patrice. Voilà. Donc voilà. Mais aussi, ça a débouché sur quoi? Quelques années après, pour ça on nous dit, oh, le Bocherie, c'est contraire à la compétition. Ben non, ça c'est des gens qui n'ont jamais vu les médailles olympiques. Parce que le succès en or des Bocheristes, il y a eu Colin Jousson, mais il y a aussi Sergei Filatov, Elena Petouchkova qu'on voit ici avec toutes ses médailles. En haut à droite, c'est elle et sa liste de réussites de médailles qu'elle a eues dans les compétitions. Ça finit en 85, c'est pas si vieux que ça. Donc c'était la compétition et elle faisait vraiment du bochérisme. Elle était dans cette ligne. Jousson, pareil. Grand succès donc des bochéristes. La tradition russe du bochérisme via Phyllis débouche sur des succès internationaux et olympiques avec, voilà. Et l'entraîneur, il est décédé, mais c'est Grigori Anastasiev, qui était quelqu'un qui est très fort, c'était l'entraîneur d'Elena Petouchkova, et donc lui était très très fort. Voilà, Pépel était le cheval le plus connu. Donc on va regarder ici, c'est le centre de Pizza, et c'est en 81, donc c'est pas si vieux que ça. Hein. Et vous allez regarder le travail qu'ils font. C'est les flexions. Vous allez regarder la manière de faire, il n'y a rien, on ne peut pas critiquer. Des contractions de la bouche. Il ne fait pas d'action de main pour empêcher la nuque de baisser, si vous remarquez. Pour ceux qui ont fait des flexions, souvent les chevaux cherchent à lâcher dans la nuque, à baisser l'encolure, plutôt que de lâcher le mort. Donc ça, c'est un film de l'époque, c'est pas vieux, 81. C'est ce que faisait quand même de Saint-André. Hein, t'as vu la proportion du mort. Alors, autre type de travail dans cette logique-là,
Et vous allez voir que là, on n'est pas dans le baucher première manière, on est dans un bauchérisme qui est différent, où on a un cheval, vous allez voir, qui va se rassembler pour piaffer, au lieu de s'ouvrir. Donc on n'est pas dans un peu la deuxième manière du tout, hein. On est dans quelque chose qui fait que, regardez le rassembler, et la hauteur de nuque, et la bouche décontractée. Ça, c'est du piaffait tout à fait correct et fermé derrière. Ça plairait à M. Morel, le juge international, qui doit trouver sûrement ce piaffait quand même pas mal. La nuque est haute. Et vous voyez qu'avec sa épaule, elle ne touche pas le cheval. Hein. La présence suffit. Donc ça, on est dans les exercices de baucher, de l'école bauchériste, ce que lui faisait sur la piste ronde du cercle, mais qu'on peut faire bien sûr en ligne droite. On va faire, il y aura une dernière flexion, et ce sera la fin de ce petit regard sur la pratique du bauchérisme dans la logique de la compétition et dans la continuité de James Phillips. Flexion. Vous voyez, il n'oblige pas à la nuque à rester haute parce qu'elle reste haute. Il ne cherche pas à baisser le cheval. Quand on a fait ça, on sait que souvent on a le cheval qui cherche un peu à baisser. Donc on met la main gauche devrait être plus haute. Mais là, il n'en a pas besoin. Il peut l'avoir comme ça et le cheval est hyper souple dans la nuque et dans l'encolure. C'est ce qu'on cherche. Ah, bien sûr, c'est à l'arrêt. Après, en mouvement, c'est autre chose. Vous voyez, il tient parfaitement les rênes. Je pense que Florence apprécie. Tout à fait. Vous voyez, là, il tient exactement comme c'est marqué comme c'est dans les dessins chez Baucher et chez Phillips. Donc, ça a été un élan sans précédent, ce bauchérisme, hein, l'action qu'a eu Baucher, pointée par l'autre. Après les succès en compétition internationale, succède une sorte d'étiolement. C'est-à-dire qu'après ces succès-là, bon, d'une part, l'Union soviétique a disparu, le système de formation des chevaux russes a complètement changé, et chez nous, eh ben, le courant bauchériste, il existait à Saumur, le dernier c'était Saint-André et c'était Donard, et puis aujourd'hui, il n'y a plus un seul qui sache faire les flexions. Voilà, donc on a un problème dans l'armée. À Fontainebleau, il n'y en a pas. Au Cadre Noir, il n'y en a pas. Ici, à la gare, il n'y en a pas parce que ce n'est pas adapté, sauf qu'il y a une expérimentation qui est faite. Mais je veux dire, il va nous en parler tout à l'heure. Mais en gros, dans le système français, ça a un peu disparu. La transmission, elle s'estompe, même dans les clubs parisiens, à part Jean-Pierre qui nous fait un peu de travail au mur. Voilà, mais il n'est pas dans cette logique totale de déflexion comme ça. Donc on doit s'interroger sur les causes et raisons, comme le fait Michel Henriquet. Hein, en parlant de Baucher, tout y paraît clair, ordonné, rationnel, en dépit de principes séduisants pour l'esprit, peu d'écuyers, à l'exception de Bedan, obtiendront des succès par l'application exclusive. Eh bien, je dirais un peu si, puisque les Russes nous ont montré qu'on pouvait être bauchériste et avoir des résultats, parce qu'avoir une médaille d'or dans les années 50, 60, c'était pas rien du tout, parce que les Allemands étaient là, les Suisses étaient là, Filatov et Absinthe étaient là, donc si vous voulez, c'est des gens qui ont marqué. Hein. Voilà ma conclusion. Comprendre au lieu de juger, s'efforcer de montrer au lieu d'analyser sans être soi-même convaincant, voilà qui s'adresse aux éventuelles critiques. Mais vous êtes assis, donc il n'y a pas de critique ici, forcément. Retenons trois aspects majeurs de son héritage. Un nouvel équilibre, plus assis, qui a permis des nouvelles locomotions et donc d'arriver au changement de pied au temps, ce qui était inconcevable. Le premier à parler des changements de pied en l'air dans un livre, c'est 1836, c'est Aubert. Avant, vous pouvez chercher, ça n'existait pas, parce que l'équilibre ne permettait pas de changer de pied. Deuxièmement, un méthodisme nouveau qui est sorti du traditionnalisme, une nouvelle technique, de nouvelles méthodes, et l'intérêt pour le spectacle par le cirque, porte ouverte vers le nouveau public et le succès. Il n'y a qu'à voir le succès des livres en compétition, on est un peu dans cette logique-là. On a vu le cinéma qui faisait dans Staline, là, bon, on est dans cette logique, hein, avec des règles, parce que les juges, ils veillent au grain, ils font attention à ce que... Il y a des dérives par moment, mais généralement, ils cadrent le truc. Controverses et polémiques, particulièrement sur le net, entachent de nos jours un bilan pourtant très positif, voire même l'intérêt pour Baucher. Donc là-dessus, on doit être un peu plus vigilant. Il y a trop de critiques, quoi. On doit faire très attention. Et les gens qui publient des choses, eh ben, il faut quand même être un petit peu plus bienveillant vis-à-vis de Baucher et puis vis-à-vis des autres. Hein. Évitons le réductionnisme, comme disait le général Durand, les guerres de chapelle.
c'est par la prise en compte de l'ensemble des apports du baucher qu'il a fait école et que nous pourrons relancer le bauchérisme. Et je pense qu'il le mérite parce qu'il y a des qualités, des choses très bien. Mais il ne faut pas être intégriste, il faut savoir prendre ce qu'il y a de bien. Donc ce qui est la préparation du cheval, les qualités attendues de contact, de décontraction, recentrer là-dessus, c'est très important. Plus important que de se dire « Ah, on suit la méthode machin, on est à la page 2, à la page 7. » Non, ça c'est un peu trop long. J'ai terminé, j'ai un peu dépassé mon temps. J'avais une question à M. Franville. Vous faisiez référence aux attitudes que vous avez vous-même appelées hyperflexion. Je pense que Baucher l'appelait pas encore comme ça, mais voilà, aujourd'hui on les appelle comme ça. Et vous aviez dit qu'il fallait normalement pas les imposer au cheval plus que quelques secondes. Est-ce que c'est votre opinion personnelle ou est-ce que c'est quelque chose que Baucher a quelque part écrit, qu'il y a quelque part une limite sur cette attitude à tenir? Il n'a pas précisé de durée parce que la durée elle est donnée par la session du cheval. Donc c'est un peu comme Jean-Marie, vous voyez, il demande, toc, il accepte, toc, voilà. Donc si c'est long, c'est qu'on s'y est mal pris. Voilà, donc faut que le cheval comprenne ce que vous voulez. C'est pas une question de durée. Je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'il y avait par exemple Anki Van Glup qui faisait ça. Des fois ça durait 4-5 secondes. Sur une photo, on croit que ça faisait 4-5 secondes, tac, elle lâchait. Et puis elle repartait en avant, oui. Donc, mais c'est pas M. Baucher qui a écrit qu'il y avait une limite de temps quelque part. Non, cette notion-là n'existe pas parce que vous voyez, c'est comme Jean-Marie, il ne vous dit pas qu'il faut que ça dure 2 secondes. Il dit le cheval 7 heures, on repart. Vous voyez, alors s'il ne cède pas, c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est que le cavalier s'y prend mal, ou qu'il y a une résistance, à ce moment-là, il faut tourner. Bon. Mais ça doit venir comme ça dans les quelques secondes. Mais ça ne venait pas dans l'idée des gens de dire il faut que ça dure. Voilà. Parce que, oui, là vous aviez référé à Anki Van Sven, je pense qu'il y a quand même des vidéos qui existent d'elle où elle tient plusieurs minutes d'affilée. Alors ça c'est autre chose, c'est parce que ça c'est l'effet d'ensemble, c'est sur place, elle le faisait ça. Hein. Oui, mais après, là je parlais des attitudes que vous aviez montrées et vous aviez dit qu'il ne faut pas les tenir plus que quelques secondes. Donc elle le tient quand même bien plus longtemps. Elle a fait parce que Stéphane il a cherché à pousser le bouchon le plus loin possible et comme lui il voulait encore plus, il fallait que le cheval puisse accepter que ça dure pour qu'après, quand il est en épreuve, elle faisait la détente, ça faisait quelquefois une minute, mais après c'était uniquement à titre d'exercice, maintenant c'est interdit. Mais à l'époque c'était faisable, parce que ce cheval avait tellement d'énergie, il avait autant d'énergie granate, et il fallait garder le contrôle. Donc elle rentrait en piste, elle ouvrait la porte et le cheval était dans une bonne attitude. Mais si elle n'avait pas des temps de bureau, machin, il l'emmenait quoi. Donc d'après vous, Baucher ne faisait pas ça si longtemps. C'était plutôt quelques secondes. Alors ça, ça on ne peut pas le savoir. En fait. On ne sait pas. Ouais, c'est ça. On ne sait pas. On peut pas. Non, mais c'est ça que je demandais. C'est lui. Au fait, on n'a pas d'idée si lui il faisait ça longtemps ou pas. La notion de durée, elle est liée à la notion d'acceptation de cession. Alors si ça ne cède pas rapidement, il va lui croire. Si ça ne cède pas rapidement, c'est qu'en gros il se passe quelque chose et qu'on s'y prend mal. Oui, bonjour. Oui, je voulais répondre la question que mademoiselle nous a posée exactement sur le ramené outré. Votre question. Je vais prendre la parole. C'était sur le ramené outré. C'est ça, j'ai entendu votre question exactement, c'était le ramené outré, vous voulez savoir combien ça durait? Monsieur Franville, il a dit non, quelques secondes, ça suffit et tout ça. Voilà, alors moi c'est intéressant la question que vous avez posée. D'une part, Baucher, que je sache, dans ses écrits, il n'en a pas parlé du ramené outré. C'est que Fabre-Québec et plus tard Bedan qui l'a repris. D'accord? Donc nous, bien sûr, on l'attribue à Baucher, puisque c'est les derniers enseignements de Baucher, dans Fabre, mais lui-même, de sa plume, moi en tout cas, je ne l'ai jamais lu. Et comme a bien dit M. Franville, Bedan, dans son livre, il le pratiquait au pas, au trot, au galop. Voilà. Je pense que moi je suis de l'avis exactement de M. Franville. Le réduire. Le pratiquer dans certains cas particuliers, c'est pas obligatoire, mais le réduire. Même à l'arrêt, quelques secondes et puis remonter. Voilà. C'est ça la réponse. Mais il n'y a rien de...
en tout cas, si on se tient à Bedan, qui est le dernier, il pratiquait à toutes les allures. Voilà. Mais dans la pratique, je pense que c'est un peu trop. Voilà, de réduire. Voilà. On a quand même la trace de Baucher, puisque dans la deuxième édition, il en parle, il veut donner un autre nom, je n'arrive pas à retrouver le nom bêtement. Donc il l'indique dedans, et ses élèves le mettent. Donc c'est vrai qu'il a, voilà, il n'a pas attendu la 12e ou 13e édition pour le faire. Dès le début, ça faisait partie de son... Mais je cherche le nom, je vais vous trouver. Ce nom-là. Voilà. Non, vous voyez, il n'y a pas ce nom-là chez lui, chez ses élèves.